Chapitre 4. La route du fleuve. Serres, le plus ancien des six duchés, possède une côte qui s'étend depuis la ligne méridionale des Hautes-Dunes, au nord, jusqu'à l'embouchure du fleuve Serre et la baie de Serre incluse. Et l'île de l'Andouillé en fait partie. La prospérité de Serres tient à deux sources. Les riches lieux de pêche, dont les habitants des côtes ont toujours tiré profit, et le commerce fluvial né de la nécessité d'apporter par le fleuve tout ce qui leur manque au duché de l'intérieur. La Serre est un large fleuve qui trace à son gré ses méandres dans son lit et inonde souvent les basses terres du duché lors de ses crues de printemps. Le courant en est si puissant qu'en son milieu, un chenal est toujours demeuré libre de glace toute l'année, sauf durant les 4 hivers les plus rudes de l'histoire de Serre. Ce ne sont pas seulement les denrées de Serre qui remontent le fleuve jusqu'au duché dans l'intérieur, mais aussi les marchandises achetées en Ripon et Orfond, sans parler des articles plus exotiques en provenance des États Chalcède et de Thérilville. Dans le sens inverse, le fleuve apporte au duché côtier tout ce qu'ont à offrir ceux de l'intérieur, ainsi que les belles fourrures et les ambres splendides issus du commerce avec le royaume des montagnes. Je m'éveillais en sentant œil de nuit poser sa truffe froide contre ma joue. Pourtant, loin de sursauter, je pris lentement conscience de mon environnement, le cerveau embrumé. La migraine me battait les tempes et j'avais la sensation d'avoir les traits figés. La bouteille vide de vin de sureau roula par terre lorsque je me redressai sur le sol. Tu dormais trop profondément. Tu es malade? Non, idiot seulement. Je n'avais jamais remarqué que ça te faisait dormir à ce point. Il me donna encore un petit coup de museau, et je le repoussai. Je fermai les yeux un moment, les paupières serrées, puis je les rouvris. Cela n'allait pas mieux. Je jetai quelques morceaux de bois sur les braises du feu de la veille. C'est le matin? Demandai-je tout haut, d'une voix pâteuse. La lumière commence juste à changer. Nous devrions retourner à la Garenne. Vas-y, toi. Je n'ai pas faim. Très bien. Il s'éloigna un peu, puis s'arrêta devant la porte ouverte. J'ai l'impression que ça ne te fait pas du bien de dormir enfermé. Et il disparut comme un nuage de fumée grise sur le seuil. Je me rallongeai prudemment et refermai les yeux pour dormir encore un peu. Quand je me réveillai, la lumière du plein jour se déversait par la porte ouverte. Un bref coup de vif me permit de trouver un loup rassasié, en train de somnoler entre deux grosses racines d'un chêne, à l'ombre mouchetée de sa ramure. Les journées de grand soleil n'intéressaient guère œil de nuit. Ce jour-là, j'étais d'accord avec lui. Mais je me contraignis à m'en tenir à ma résolution de la veille, et je me mis à ranger la masure. Soudain, il me vint à l'esprit que je n'y remettrais sans doute jamais les pieds. Pourtant, par la force de l'habitude, j'achevai de la nettoyer. Puis je balayai les cendres de l'âtre et le remplaçai par une brassée de bois. Si quelqu'un passait par là à la recherche d'un abri, tout serait prêt pour l'accueillir. Je ramassai mes vêtements enfin secs et posai sur la table tout ce que je pouvais emporter. C'était pitoyablement peu si l'on considérait que c'était là tout ce que je possédais, mais énorme si l'on songeait que je devais le transporter moi-même. Je descendis au ruisseau pour boire et faire ma toilette, avant d'essayer de faire de mes affaires un baluchon maniable. En remontant, je me dis qu'œil de nuit n'allait pas être content de voyager de jour. Je trouvai ma seconde paire de jambières sur le seuil. J'avais dû la laisser tomber par mégarde. Je me baissai, la ramassai et la jetai sur la table. Je m'aperçus alors que je n'étais pas seul. Les jambières auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'étais devenu négligent. Il y avait trop longtemps que ma vie n'était plus menacée, et j'en étais venu à trop me fier à mon vif pour me prévenir de la présence d'intrus. Or, j'étais incapable de percevoir les forgisés de cette manière. Ni le vif ni l'art ne m'étaient utiles contre eux. Ils étaient deux, jeunes et forgisés de fraîche date. D'après leur aspect, leurs habits étaient presque intacts, et si les deux hommes étaient sales, ils n'arboraient pas la crasse incrustée ni les cheveux collés que j'associais aux effets de la forgisation. Lorsque j'avais eu à me battre contre des forgisés, ça avait été la plupart du temps en hiver, et ils avaient été affaiblis par les privations. Un de mes devoirs d'assassin du roi subtil avait été d'en débarrasser les environs de Castelcerre.
Nous n'avions jamais découvert quelle magie les pirates rouges employaient sur les nôtres pour les voler à leur famille, et les leur rendre au bout d'à peine quelques heures transformés en bêtes fauves et dépourvues d'émotions. Le seul remède que nous y connaissions était une mort miséricordieuse. Les forgisés étaient la pire horreur que les pirates rouges avaient lâchée sur nous, car, une fois les pillards repartis, c'étaient nos semblables qui se retournaient contre nous. Qu'est-ce qui était le plus affreux? Recueillir son propre frère en sachant que désormais le vol, le meurtre et le viol étaient parfaitement acceptables pour lui du moment qu'il obtenait ce qu'il voulait? Ou bien prendre son poignard, le chasser et le tuer? Ces deux-là, je les avais interrompus alors qu'ils fouillaient mes affaires. Les mains pleines de viande séchée, ils dévoraient sans se quitter des yeux. Il arrivait que des forgisés voyagent de conserve, mais ils n'éprouvaient nulle loyauté envers quiconque. Peut-être la compagnie d'autres humains restait-elle chez eux une habitude. J'en avais vu s'en prendre violemment les uns aux autres pour la possession de quelques objets, ou tout simplement poussés par la faim. Mais ceux sur lesquels j'étais tombé tournèrent vers moi un regard calculateur, et je me pétrifiais. L'espace d'un instant, nul ne fit un geste. Ils avaient à manger et tous mes biens. Ils n'avaient aucune raison de m'attaquer tant que je ne les provoquais pas. Je reculais doucement vers la porte, à pas prudents, les bras le long du corps, comme devant un ours que j'aurais surpris en train de se repaître de sa chasse. J'évitais de croiser le regard et continuais de battre en retraite avec précaution. J'avais presque franchi la porte lorsque l'un des deux pointa un index crasseux sur moi. Rêve trop fort déclara-t-il d'un ton furieux. Aussitôt, ils lâchèrent leur butin et bondirent sur moi. Je tournai les talons et heurtai de plein fouet un troisième forgisé qui entrait à cet instant. Il portait ma chemise de rechange et guère davantage. Il me ceintura presque par réflexe et je n'hésitai pas. Je saisis mon couteau de ceinture et le lui enfonçai plusieurs fois dans le ventre avant qu'il s'écroule en arrière. Il se replia sur lui-même avec un rugissement de souffrance pendant que je l'enjambais. Frère perçus-je, et je sus qu'œil de nuit arrivait, mais il était trop loin, tout en haut d'une crête. Je sentis un choc dans le dos et je roulai à terre. L'homme se jeta sur moi et me saisit, et je hurlai de terreur car sa poigne avait soudain réveillé en moi tous les atroces souvenirs du cachot de Royal. La panique m'envahit comme un poison foudroyant, et je replongeai dans le cauchemar. L'effroi m'empêchait de réagir. Mon cœur battait la chamade, je n'arrivais plus à respirer, mes doigts étaient engourdis, et j'ignorais si je tenais encore mon couteau. Les mains de l'homme touchèrent ma gorge. Je me mis à le frapper éperdument, avec pour seule idée de lui échapper, d'éviter son contact. Son compagnon me sauva d'un coup de pied, brutal, qui me rafla le flanc, et atterrit dans les côtes de mon agresseur. J'entendis le souffle lui manquer, et d'une violente poussée, je me débarrassai de lui. Je m'écartai d'une roulade, me redressai et pris la fuite. Je courus, porté par les ailes d'une peur si intense que je ne parvenais plus à réfléchir. J'entendais les pas d'un homme qui me talonnait. Il me semblait en percevoir d'autres derrière lui. Cependant, je connaissais les collines et les pâtures avoisinantes aussi bien que mon loup. Je les entraînai sur le versant escarpé qui se dressait derrière la chaumière, passai le sommet, changeai de direction avant qu'ils le franchissent à leur tour et me laissaient rouler par terre. Un chêne s'était abattu durant la dernière tempête de l'hiver en emportant d'autres arbres de moindre dimension, et ses racines emmêlées formaient désormais un mur à son pied. Sa chute avait occasionné un enchevêtrement de troncs et de branches et laissé une large trouée de soleil dans la forêt. Les ronces s'étaient dressés joyeusement pour submerger le géant déchu, et c'est dans leur taillis que je me jetai à plein ventre. Puis gagnai en rampant la partie la plus épineuse et l'obscurité qui régnait sous le tronc du chêne. Là, je me figeai dans une parfaite immobilité. Je les entendis me chercher, partout, en poussant des cris de colère. Terrorisé, je dressai mes murailles mentales. Rêve trop fort, avait dit l'un des hommes. De fait, Imbre et Vérité avaient suspecté que l'art attirait les forgisés. Peut-être la finesse de perception qu'exigeait sa pratique et l'expansion de cette perception lors des séances d'art touchait-elle quelques fibres en eux qui leur rappelaient tout ce qu'ils avaient perdu, et les poussait à vouloir tuer ceux qui éprouvaient encore des émotions. Qui sait? Frère? C'était œil de nuit, mais sa pensée était étouffée. Bien, il se trouvait très loin, je trouvai le courage de m'entr'ouvrir à lui. Je veux bien. Où es-tu? Ici.
J'entendis un bruissement de feuilles. Il apparut soudain dans les ronces, en train de ramper vers moi. Il me toucha la joue du museau. Tu es blessé? Non, je me suis sauvé. Tu as bien fait, fit-il, et il était sincère. Mais je décelai aussi sa surprise. Jamais il ne m'avait vu fuir devant des forgisés. J'avais toujours tenu bon et combattu. Il avait souvent combattu à mes côtés. Toutefois, j'étais en général bien armé et bien nourri, alors que mes adversaires avaient faim et souffraient du froid. À un contre trois, quand on ne dispose que d'un couteau, la partie est inégale, même si l'on sait qu'un loup va venir à la rescousse. Il n'y avait nulle lâcheté dans ma fuite. Tout le monde en aurait fait autant. Je me répétais cette idée à plusieurs reprises. Tout va bien, dit Œil de Nuit d'un ton apaisant. Tu ne veux pas sortir de là? Plus tard, quand ils seront partis. Mais ils sont partis depuis longtemps. Ils se sont mis en route pendant que le soleil était encore haut. Je préfère ne pas courir de risques. Il n'y a pas de risque. Je les ai observés. Je les ai suivis. Sors de là, petit frère. Je me laissais persuader. Après m'être extirpé du roncier, je m'aperçus que le soleil allait bientôt se coucher. Combien d'heures avais-je passé dans mon abri, laissant sans léthargie, tel un escargot enroulé dans sa coquille? De la main, j'ôtais la terre qui maculait mes vêtements naguère propres. Je découvris aussi du sang, celui du jeune homme à la porte. J'allais devoir relaver mes habits, songeai-je, l'esprit engourdi. Un moment, j'envisageais d'aller chercher de l'eau, de la mettre à chauffer, puis de nettoyer le sang de ma chemise. Mais je compris presque aussitôt que j'étais incapable de rentrer dans la masure au risque de m'y trouver à nouveau pris au piège. Oui, mais les maigres possessions qui me restaient s'y trouvaient. Du moins, ce qu'on avait laissé les forgisés. Au lever de la lune, j'avais rassemblé assez de courage pour m'approcher de la chaumière. C'était une belle pleine lune qui éclairait la vaste prairie devant la petite construction, et je demeurais quelque temps accroupi sur la crête à scruter les lieux à la recherche d'ombres qui se déplaceraient. Un homme était étendu dans l'herbe haute près de la porte. Je l'observai un long moment, à l'affût du moindre mouvement. Il est mort. Serre-toi de ton nez, me conseilla Œil de Nuit. Ce devait être celui que j'avais heurté en m'enfuyant. Mon couteau avait sans doute touché quelque organe vital, car l'homme n'était pas allé loin. Néanmoins, je m'approchai de lui dans l'obscurité, avec autant de précaution que s'il s'agissait d'un ours blessé. Bientôt, cependant, je perçus l'odeur douceâtre d'une carcasse restée toute une journée au soleil. Il était couché le visage dans l'herbe, mais, loin de le retourner, je décrivis un large cercle pour l'éviter. Je coulai un regard par la fenêtre et tentai pendant plusieurs minutes de percer les ténèbres immobiles qui régnaient à l'intérieur. Il n'y a personne là-dedans, me signala Œil de Nuit avec impatience. Tu en es sûr? Autant que je suis sûr d'avoir un nez de loup, et pas un paquet de chair inutile en dessous des yeux. Mon frère. Je n'acheva pas sa pensée, mais je sentis l'inquiétude inexprimée que je lui inspirais. Je la partageais presque. Un aspect de moi-même savait qu'il n'y avait guère à redouter, que les forgisés avaient pris tout ce dont ils avaient besoin, et qu'ils étaient partis. Mais un autre était incapable d'oublier le poids de l'homme sur moi, et la brutalité du coup de pied qui m'avait frôlé. J'avais été immobilisé, ainsi, sur le dallage du cachot, et frappé à coups de poing et de bottes, totalement impuissant. Maintenant que ce souvenir avait ressurgi, je me demandais comment j'allais pouvoir le supporter. Je finis par pénétrer dans la cahute, en prenant sur moi. Je parvins même à allumer une chandelle, une fois que j'eus trouvé ma pierre à feu à tâtons. Les mains tremblantes, je ramassai rapidement ce qu'ils avaient laissé, et l'empaquetai dans mon manteau. La porte ouverte dans mon dos faisait un sinistre trou noir par lequel il pouvait revenir à tout moment, mais si je la fermais, je risquais de me retrouver pris au piège à l'intérieur. Même la présence de Nuit qui montait la garde sur le seuil n'arrivait pas à me rassurer. Ils ne s'étaient emparés que de ce dont ils avaient l'usage immédiat. Les forgisés ne prévoyaient rien au-delà de l'instant suivant. Toute la viande séchée avait été mangée ou jetée par terre. Je me refusais à ramasser ce qu'ils avaient touché.
Ils avaient ouvert mon coffret de scribe, mais s'en étaient désintéressés, n'ouvrant rien de comestible. Quant à ma petite boîte de poison et de simple, ils avaient dû penser qu'elle contenait mes pots de couleur. Elle était intacte. De mes vêtements, ils n'avaient pris que la chemise, que je n'avais aucune envie de récupérer. D'autant moins que j'y avais pratiqué plusieurs trous sur le devant. Je pris ce qui restait et sortis. Je traversai la prairie puis montai sur la crête, d'où je bénéficiais d'une vue dégagée dans toutes les directions. Là, je m'assis dans l'herbe et emballai mes affaires dans mon manteau d'hiver, en un paquet serré par des laines de cuir. Une courroie séparée me permit de suspendre le paquet à mon épaule. Quand j'aurai davantage de lumière, je trouverai un meilleur moyen de le transporter. Prêt? Demandai-je à œil de nuit. Nous allons chasser? Non. Voyager. J'hésitais. Tu as faim? Un peu. Tu es si pressé que ça de partir d'ici? Je n'avais pas envie de réfléchir à la question. Oui. Alors ne t'inquiète pas. On peut chasser en voyageant. Je hochai la tête, puis levai les yeux vers le ciel nocturne. Je cherchai le laboureur et pris mes repères par rapport à sa position. Par là, dis-je, en indiquant l'autre bout de la crête. Sans répondre, le loup se leva et se mit à trottiner d'un air décidé dans la direction que j'avais montrée. Je lui emboîtai le pas, l'oreille tendue, tous les sens en réveil, à l'affût du moindre mouvement dans la nuit. Je me déplaçais sans bruit. Nulle créature ne nous suivait, rien que ma peur. Nous prîmes l'habitude de voyager de nuit. J'avais prévu de marcher le jour et de dormir pendant les heures sombres. Mais, après cette première randonnée nocturne, passée à trotter dans les bois derrière œil de nuit sur les sentes qui nous menaient dans la bonne direction, j'estimais cette solution supérieure. De toute façon, je n'aurais pas pu dormir la nuit. Les premiers jours, j'eus même du mal à m'assoupir de jour. Je cherchais un poste d'observation qui offrait en même temps la possibilité de me cacher, puis je m'allongeais, certain d'être épuisé. Je me roulais en boule, fermais les yeux et je restais là, tourmenté par l'acuité de mes propres sens. Chaque bruit, chaque odeur me réveillait en sursaut, et je ne me détendais qu'après m'être levé pour m'assurer de l'absence de tout danger. Au bout d'un moment, œil de nuit lui-même se plaignait de ma nervosité, et, quand je m'endormais enfin, c'était pour me réveiller brutalement par intervalles, en nage et agité de tremblements. Le manque de sommeil rendait pitoyables mes déplacements nocturnes sur le talon d'œil de nuit. Pourtant, ces heures sans dormir et celles où je trottais derrière œil de nuit, les tempes martelées de migraine, ces heures n'étaient pas perdues. Elles me servaient à alimenter ma haine envers Royal et son clan, et à l'affûter comme un rasoir. C'était à cause de lui que j'étais dans cet état. Il ne lui avait pas suffi de m'arracher ma vie et ma bien-aimée, de m'obliger à éviter les gens et les lieux que j'aimais, de m'avoir infligé les cicatrices que je portais et les crises de tremblement dont j'étais victime. Non. Il m'avait réduit à cette condition de lapin frissonnant d'effroi. Je n'avais même pas le courage de me rappeler tout ce qu'il m'avait fait, mais je savais qu'au moment critique, ces souvenirs ressurgiraient pour me désarmer. Ceux que je ne pouvais évoquer de jour rôdaient sous forme de bribes de sons, de couleurs et de textures qui me tourmentaient la nuit. La sensation de ma joue sur la pierre froide et couverte d'une pellicule de sang tiède, l'éclair qui accompagnait un coup de poing sur le côté de ma tête, les grognements gutturaux des soldats, leurs éclats de rire au spectacle d'un homme qu'on frappe, tels étaient les fragments déchiquetés qui tailladaient mes efforts pour m'endormir. Les yeux piquants, tremblants, je restais éveillé auprès du loup et je songeais à Royal. J'avais autrefois connu un amour que j'avais cru capable de m'aider à franchir tous les obstacles. Et Royal m'en avait dépouillé. Désormais, je nourrissais contre lui une haine aussi forte que cet amour perdu. Nous chassions en route. Ma résolution de toujours faire cuire ma viande s'avéra bien vite futile. Je faisais du feu à peine une nuit sur 3, et seulement si je trouvais un creux de terrain où il n'attirerait pas l'attention. Je ne me laissais toutefois pas descendre plus bas qu'une bête. Je veillais à ma toilette et je prenais soin de mes vêtements autant que notre rude existence le permettait. Mon plan de voyage était simple. Nous nous déplacerions à travers la campagne jusqu'à ce que nous atteignions la serre, qu'une route suivait jusqu'à Turlac. C'était une voie très fréquentée, et le loup aurait peut-être du mal à rester invisible.
mais c'était le moyen le plus rapide d'avancer. Une fois à Turlac, nous serions tout près de Gué de Négoce, sur la 20, et à Gué de Négoce, je tuerais Royal. Mes projets s'arrêtaient là. Je me refusais à réfléchir à la façon dont j'opérerais. Je me refusais à m'inquiéter de ce que j'ignorais. J'avancerai un jour à la fois, jusqu'à ce que j'aie atteint mes buts. Voilà ce que j'avais retenu d'avoir été un loup. J'avais appris à connaître la côte lors d'un été passé à manier l'aviron, à bord du navire de combat de vérité, le Rurisque. Mais l'intérieur du duché de Serre m'était beaucoup moins familier. Certes, je l'avais traversé autrefois pour me rendre au royaume des montagnes, à l'occasion de la cérémonie de fiançailles de Ketriken. Mais c'était alors au milieu de la caravane nuptiale, bien montée et bien approvisionnée. Aujourd'hui, je voyageais seul et à pied, et j'avais le temps de songer à ce que je voyais. Nous traversâmes des contrées incultes, mais aussi beaucoup, qui étaient naguère des pâtures pour les troupeaux de moutons, de chèvres et de vaches. De temps en temps, nous franchissions des prairies dont l'herbe m'arrivait à la poitrine, et nous tombions sur des bourris abandonnés depuis l'automne précédent. Les troupeaux que nous apercevions étaient réduits, bien plus que ceux dont j'avais conservé le souvenir, et je vis peu de gardiennes de cochons et d'oies, comparé à mon premier voyage dans la région. À mesure que nous approchions de la serre, nous passâmes devant des champs de céréales sensiblement plus petits que ceux que je me rappelais, et de vastes surfaces de terre arable avaient été rendues aux herbes folles sans qu'on y mette jamais la charrue. C'était incompréhensible. J'avais observé ce phénomène le long de la côte, où les bêtes et les moissons des fermiers étaient victimes des attaques à répétition des pirates. Les dernières années, ce qui ne disparaissait pas par le feu ou les pillages partait aux impôts pour financer des navires de combat et une armée guerre efficace. Mais en amont, hors de portée des pirates, j'avais pensé trouver le duché plus prospère. C'était inquiétant. Nous atteignîmes bientôt la route parallèle à la serre, mais il y avait beaucoup moins de circulation que dans mes souvenirs, tant sur l'eau que sur terre. Les gens que nous croisâmes se montrèrent brusques et revêches, même lorsque l'œil de nuit était hors de vue. Je m'arrêtai dans une ferme pour demander si je pouvais tirer de l'eau du puits. On m'y autorisa, mais nul ne rappela les chiens qui grondaient autour de moi pendant que je remontais le seau. Et, quand j'eus rempli mon outre, la femme me conseilla de reprendre ma route. Son attitude semblait communément partagée. Et plus je cheminais, pire cela devenait. Les voyageurs que je rencontrais sur les routes n'étaient pas des marchands conduisant des chariots de denrées, ni des fermiers en train d'apporter leurs produits au marché. C'étaient des familles dépenaillées, souvent avec toutes leurs possessions entassées dans une voiture à bras. Les yeux des adultes étaient durs et hostiles, ceux des enfants hébétés et vides la plupart du temps. Mes espoirs de trouver en chemin du travail à la journée s'évanouirent rapidement. Ceux qui avaient encore une maison ou une ferme les défendaient jalousement. Des chiens aboyaient dans les cours et des ouvriers montaient la garde la nuit, auprès des moissons naissantes pour les protéger des maraudeurs. Nous passâmes devant plusieurs villes de mendiants, agrégats de cabanes faites de briques et de brocs et de tentes installées le long de la route. La nuit, des feux de camp y jetaient de grandes flammes, et des hommes aux yeux froids patrouillaient tout autour. Le jour, des enfants s'asseyaient au bord de la chaussée et mendiaient auprès des voyageurs. Je comprenais mieux pourquoi les rares chariots de marchandises étaient si bien gardés. Nous suivions la grande voie depuis plusieurs nuits, et avions traversé sans bruit plusieurs hameaux quand nous parvînmes à un bourg de quelque importance. L'aube nous rattrapa alors que nous nous en approchions, et, quand des marchands matinaux nous dépassèrent avec des carrioles chargées de poulets en cage, nous comprîmes qu'il était temps de disparaître. Nous nous installâmes sur une petite éminence d'où l'on voyait une bourgade bâtie à moitié sur le fleuve. Incapable de trouver le sommeil, je m'assis pour observer la circulation de la route en contrebas. Des embarcations, petites et grandes, étaient amarrées au quai du bourg, et, de temps en temps, le vent m'apportait les cris des équipages en train de décharger les bateaux. Une fois même, j'entendis une bribe de chanson. À ma grande surprise, je me sentis attiré vers mes semblables, et, sans réveiller œil de nuit, je me rendis au ruisseau qui coulait au pied de la butte, où je nettoyais ma chemise et mes jambières. Il vaudrait mieux éviter cet endroit. Ils vont essayer de te tuer si tu y vas, fit œil de nuit.
Il était assis sur la berge du ruisseau près de moi. Il me regardait faire ma toilette, tandis que le soir assombrissait le ciel. Ma chemise et mes jambières étaient presque sèches. J'essayais de lui expliquer pourquoi je désirais qu'il m'attende pendant que j'allais à la taverne de la bourgade. Pourquoi voudrait-il me tuer? Nous sommes des étrangers, qui nous introduisons sur leur territoire de chasse. Pourquoi ne chercherait-il pas à nous tuer? Les humains ne sont pas comme ça, répondis-je d'un ton patient. Non, tu as raison. Ils se contenteront sans doute de te mettre dans une cage et de te battre. Non, affirmai-je péremptoirement, pour dissimuler ma crainte d'être connu. Ils l'ont déjà fait, insista-t-il. À nous deux. Et ils étaient de ta meute. C'était indéniable. Aussi, lui fis-je une promesse. Je serai très, très prudent, et je ne resterai pas longtemps. Je veux seulement les écouter parler un moment pour apprendre ce qui se passe. Que nous importe ce qui leur arrive? Ce qui nous arrive à nous, c'est que nous ne sommes pas en train de chasser, ni de dormir, ni de marcher. Ils ne sont pas de notre meute. J'apprendrai peut-être à quoi m'attendre plus loin dans notre voyage, si les routes sont très fréquentées, s'il y a de l'embauche pour un jour ou deux, afin de gagner un peu d'argent. Enfin, ce genre de renseignements. Nous pourrions aussi bien le découvrir au fur et à mesure, répliqua Œil de Nuit avec entêtement. J'enfilai ma chemise et mes jambières sur ma peau encore humide. Je me peignai les cheveux en arrière avec les doigts et les tordis pour en exprimer l'eau, puis, par habitude, je les nouai en queue. Mais je réfléchis en me mordant la lèvre. J'avais prévu de me faire passer pour un scribe itinérant, pas pour un guerrier. Je défis ma queue de cheval et laissai mes cheveux retomber librement, un peu longs pour un scribe. La plupart des hommes de l'art se les coupaient courts et se les rasaient même au-dessus du front pour éviter de les avoir dans les yeux quand ils travaillaient. Bref, avec ma barbe mal soignée et ma chevelure hirsute, on me prendrait peut-être pour un scribe resté longtemps sans emploi. Ce n'était pas une très bonne réclame pour la qualité de mes services, mais, étant donné le mauvais matériel dont je disposais, c'était peut-être aussi bien. J'ajustai ma chemise pour me rendre présentable, attachai ma ceinture, vérifiai la présence de mon couteau dans sa gaine, puis soupesai ma bourse bien plate. La pierre à feu que j'y rangeais pesait davantage que les pièces. Je possédais toujours les 4 piécettes d'argent que je tenais de Buriche. Quelques mois plus tôt, cela m'eût paru bien peu. Aujourd'hui, elles représentaient toute ma fortune, et je résolus de ne les dépenser qu'en cas d'absolue nécessité. Le seul autre objet de valeur était le clou d'oreille que m'avait donné Buriche, et l'épingle qui me venait de Subtil. Par réflexe, ma main se porta à ma boucle d'oreille. Si gênante qu'elle fût, quand nous chassions dans des taillis épais, son contact me rassurait toujours, comme celui de l'épingle plantée dans le col de ma chemise. Elle n'y était plus. J'ôtai ma chemise, examinai le tour du col, puis le vêtement tout entier. Je fis un petit feu pour avoir de la lumière, après quoi je défis complètement mon baluchon et fouillai chaque article, non pas une, mais 2 fois, et cela malgré ma certitude presque absolue de savoir où se trouvait l'épingle. Le petit rubis dans son nid d'argent était resté sur le col de la chemise que portait le mort devant la chaumière. J'en étais quasiment certain, mais je refusais de l'admettre. Pendant tout le temps que durèrent mes recherches, Œil de Nuit décrivit des cercles inquiets autour de mon feu en poussant des gémissements étouffés, en réponse à une angoisse qu'il percevait mais ne comprenait pas. Chut! Fis-je, d'un ton irrité. Puis je fis un effort pour me repasser tous les événements comme si j'allais rendre compte devant Subtil. La dernière fois que j'avais manipulé l'angle était le soir où j'avais chassé Buriche et Imbre. Je l'avais tirée de mon col pour la leur montrer, et puis je m'étais assis pour la contempler. Enfin, je l'avais repiquée à sa place. Je n'avais pas souvenir de l'avoir tenue entre mes doigts après cet épisode. Je ne me rappelais pas l'avoir enlevée pour laver la chemise. Je me serais sans doute piqué si je l'avais laissée dans le col. Mais, en général, je l'enfonçais dans une couture, où elle était mieux tenue. Cela me semblait plus sûr. Je n'avais aucun moyen de savoir si je l'avais perdue en chassant avec le loup ou si elle se trouvait toujours sur le col du mort. Peut-être était-elle restée sur la table et l'un des forgisés s'en était-il emparé alors qu'il mettait mes affaires à sac. J'avais beau me répéter que ce n'était qu'une épingle. Je m'acharnais, l'estomac noué,
à vouloir la voir soudain, prise dans la doublure de mon manteau, au fond de ma botte. Dans un brusque éclair d'espoir, je vérifiai à nouveau l'intérieur de mes bottes. Mais elle n'y était toujours pas. Ce n'était rien qu'une épingle, un bout de métal ouvragé et une pierre brillante, le signe par lequel le roi subtil s'était approprié ma personne, par lequel il avait créé un lien entre nous pour remplacer celui du sang, qui n'aurait jamais droit à une reconnaissance officielle. Rien qu'une épingle, qui était tout ce qui me restait de mon roi et grand-père. Œil de nuit poussa un nouveau gémissement, et j'éprouvai l'envie irrationnelle de lui répondre par un grondement, les crocs dénudés. Il dut le sentir. Et pourtant, s'approcha, me souleva le coude de la truffe et fourra sa grande tête grise sous mon bras, contre ma poitrine. Il releva soudain le museau qui claqua brutalement contre mon menton. Je le serrai fort contre moi. Il se tourna pour frotter son col contre mon visage, la gorge offerte dans le geste suprême de confiance de loup à loup. Au bout d'un moment, je soupirai, ma peine s'allégea. Ce n'était chose d'hier demanda Œil de Nuit d'un ton hésitant. Une chose qui n'est plus là. Ce n'est pas une épine dans ta patte, ni une douleur dans ton ventre. Je ne pus qu'acquiescer. Ce n'est qu'une chose d'hier. Une épingle donnée à un enfant qui n'existait plus par un homme mort depuis. C'était peut-être aussi bien, me dis-je, un objet de moins pour me rattacher à Fitz Chevalerie, le magicien du vif. Je lui ébouriffai les poils du cou, puis le grattai derrière les oreilles. Il s'assit à côté de moi, puis me poussa doucement pour que je continue. J'obéis tout en réfléchissant. Peut-être aurais-je intérêt à enlever la boucle d'oreille de Buriche et à la dissimuler dans ma bourse. Mais je savais que je n'en ferais rien. Qu'elle demeure le seul lien entre mon ancienne vie et la nouvelle. Laisse-moi me lever, demanda Jolou qui, à contre-cœur, cessa de s'appuyer sur moi. Méthodiquement, je refis mon baluchon, serrai les lanières, puis j'éteignis mon petit feu à coups de pied. Veux-tu que je revienne ici, que je te retrouve de l'autre côté de la ville? De l'autre côté? Si tu fais le tour de la ville et que tu te rabattes ensuite vers le fleuve, tu rejoindras la route, lui expliquai-je. Veux-tu que nous donnions rendez-vous là? Ce serait bien. Moins nous passerons de temps près de cette tanière d'humains, mieux ça vaudra. Parfait. Je te retrouve là-bas avant le matin. C'est plutôt moi qui te retrouverai, nez bouché, et moi, j'aurai le ventre plein. Je dus reconnaître que c'était probable. Fais attention aux chiens, lui dis-je, alors qu'il s'enfonça dans les buissons. Et toi, fais attention aux hommes, répondit-il, et je ne le perçus plus que par le vif. Mon baluchon en bandoulière, je suivis la route. Il faisait noir. J'avais compté entrer dans le bourg avant la nuit, m'arrêter dans une taverne pour écouter les conversations, peut-être boire une chope, puis reprendre mon chemin. J'avais pensé me rendre sur la place du marché pour y surprendre les bavardages des marchands. Mais au lieu de cela, je pénétrai dans une bourgade dont les habitants étaient presque tous couchés. Le marché était désert, à l'exception de quelques chiens qui fouinaient dans les étals vides, à la recherche de relief. Je quittai la place et tournai mes pas vers le fleuve. Là, je trouverais des auberges et des tavernes qui vivaient du commerce des bateliers. De rares torches brûlaient çà et là dans la ville, mais les rues étaient toujours éclairées par la lumière qui filtrait des volets mal joints des habitations. Les voies grossièrement pavées étaient mal entretenues, et je trébuchais à plusieurs reprises dans des nids de poules que j'avais pris pour des ombres. J'arrêtai un veilleur de la ville avant qu'il ait le temps de m'interpeller, et lui demandai de me recommander une auberge au bord du fleuve. La Balance, me dit-il, était un établissement aussi juste et honnête que son nom le sous-entendait, et il n'était pas difficile à trouver. Il ajouta d'un ton sévère que la mendicité n'y était pas autorisée et que les malandrins avaient de la chance s'ils s'en tiraient avec une simple rossée. Je le remerciai de ses mises en garde et poursuivis mon chemin. J'arrivai à la Balance aussi facilement que l'avait dit le veilleur. Un flot de lumière s'échappait de la porte ouverte, accompagné de la voix de deux femmes en train de chanter un canon joyeux. Cet accueil chaleureux me réjouit le cœur, et j'entrai sans hésiter dans la grande salle aux murs épais, en briques d'argile et aux poutres solides, basse de plafond et pleine d'odeurs de viande, de fumée et de vêtements humides de batelier.
À l'une des extrémités, un âtre tenait dans sa gueule une grande broche de venaison. Mais, par cette belle soirée d'été, la plupart des clients s'étaient regroupés à l'autre bout de la salle, où il faisait plus frais. Là, les deux ménestrels avaient juché des chaises sur une table et entretissaient leur voix, pendant qu'à une autre table, un homme aux cheveux gris, manifestement de leur groupe, car il avait une harpe, transpirait à fixer une nouvelle corde à son instrument. C'était sans doute un groupe itinérant, formé d'un maître et de ses deux chanteuses, peut-être de la même famille. Tout en les écoutant chanter, je repensais à Castelserre, à la dernière fois où j'avais entendu de la musique et vu des gens assemblés. Je pris soudain conscience que je devais les regarder fixement depuis un bon moment, en voyant l'une des femmes pousser subrepticement sa compagne du coude et me désigner d'un geste imperceptible. L'autre leva les yeux au ciel, puis me rendit mon regard. Je baissai les yeux en rougissant, certain de m'être monté grossier. Debout à l'extérieur du groupe de spectateurs, je me joignis à leurs applaudissements quand la chanson s'acheva. L'homme à la harpe avait fini sa réparation et se lança dans une mélodie plus calme, dont le rythme régulier évoquait la cadence des rames. Les femmes s'assirent au bord de leur table, dos à dos, leurs cheveux noirs entremêlés, et se mirent à chanter. Les gens reprirent leurs chaises, et certains allèrent s'installer aux tables long du mur pour bavarder tranquillement. J'observais les doigts du harpiste sur ses cordes, et m'émerveillais de leur vivacité. Quelques instants plus tard, un garçon aux joues rouges apparut près de moi et s'enquit de ce que je voulais prendre. Juste une chope de bière, répondis-je. Il revint rapidement avec ma commande et une poignée de pièces de cuivre, monnaie de ma pièce d'argent. Je pris place à une table pas trop éloignée des ménestrels, en espérant que quelqu'un ferait preuve d'assez de curiosité pour s'y inviter. Mais, en dehors de quelques coups d'œil de la part des habitués, l'étranger que j'étais ne parut éveiller aucun intérêt. Les ménestrels finirent leur chanson et se mirent à parler entre eux. Un regard de l'aîné des deux femmes me fit comprendre que j'avais recommencé à les dévisager sans m'en rendre compte. Je baissai à nouveau les yeux. J'avais bu la moitié de ma chope, quand je m'aperçus que j'avais perdu l'habitude de la bière, surtout l'estomac vide. D'un geste, je rappelai le garçon et lui demandai à manger. Il m'apporta une tranche de viande prélevée sur la broche, accompagnée de tubercules à l'étouffée nappée de bouillon. Je fis aussi remplir ma chope et j'y laissai presque toutes mes pièces de cuivre qui me restaient. Voyant que le prix me faisait hausser les sourcils, l'enfant eut l'air surpris. C'est la moitié de ce que ça vous coûterait à Neudevergue, messire, fit-il d'un ton indigné. Et la viande, c'est du bon montou, pas de la chèvre sortie d'on ne sait tout à qui on aurait fait un mauvais sort. Je cherchai à le calmer. Ma foi, avec une piécette d'argent, on n'en a plus pour autant qu'avant, sans doute. Peut-être bien, mais ce n'est pas ma faute, répondit-il, effrontement avant de retourner à la cuisine. Eh bien, voilà une pièce d'argent qui aura fondu plus vite que prévu, dis-je, à part moi, un peu déconfit. Ça, c'est un air que nous connaissons tous, fit le harpiste. Assis dos à sa table, il m'observait tandis que ses deux partenaires discutaient d'un problème avec une flûte. Je lui répondis d'un hochement de tête et d'un sourire, puis je remarquai la taie grise qui lui couvrait les yeux. Il y a un moment que je n'ai plus mis les pieds sur la route du fleuve, dis-je à leur tour. Un long moment même, 2 ans à peu près. La dernière fois que je suis passé par ici, les auberges et les repas étaient moins chers. À mon avis, c'est valable partout dans les Six-Duchés, du moins dans ceux de la côte. Une des phrases à la mode dit qu'on a de nouveaux impôts plus souvent que de nouvelles lunes. Il jeta un coup d'œil alentour, comme s'il y voyait, et je songeais qu'il ne devait pas être aveugle depuis longtemps. L'autre dit que la moitié des impôts sert à nourrir les beaux chiens qui les collectent. Josh fit une de ses partenaires d'un ton de reproche. Il se tourna vers elle avec un sourire. Ne me raconte pas qu'il y en a dans la salle, Miel. Au nez, je détecterai un beau chien à 100 pas. Alors, au nez, tu sais aussi à qui tu t'adresses, répliqua-t-elle en grimaçant. Miel était la plus âgée des deux femmes. Elle avait peut-être mon âge. Un garçon qui traverse une mauvaise passe, je pense, et donc pas un beau chien, bien gras venu collecter les impôts. Dès l'instant où il a commencé à se plaindre du prix du dîner, j'ai été sûr que ce n'était pas un des collecteurs de brillants. Je fronçai les sourcils.
Quand Subtil était sur le trône, ni ses soldats, ni ses collecteurs d'impôts ne réquisitionnaient quoi que ce fût, sans proposer une contrepartie. Manifestement, le seigneur brillant n'avait pas de tels scrupules. Du moins, en serre. Du coup, je me rappelais mes bonnes manières. Puis-je faire remplir votre chope, harpiste Josh, et celle de vos compagnes? Allons bon, fit le vieillard avec une expression à mi-chemin entre le plaisir et l'étonnement. Vous grognez quand il s'agit de vous caler l'estomac, mais vous êtes prêt à remplir nos chopes? Honte au seigneur qui savoure les chansons du ménestrel et le laisse à la gorge sèche d'avoir chanté, répondis-je en souriant. Les deux femmes échangèrent un regard dans le dos de Josh, puis Miel me demanda d'un ton gentiment moqueur. Et depuis quand êtes-vous seigneur, jeune homme? Ce n'est qu'un dicton, répondis-je gêné, après une courte hésitation. Mais je ne liarderai pas mon argent pour les chansons que j'ai entendues, surtout si vous avez quelques nouvelles pour les accompagner. Je suis la route du fleuve vers l'amont. En viendriez-vous, par hasard? Non. Nous allons dans la même direction que vous, intervint la plus jeune d'un ton vif. Elle devait avoir 14 ans. Elle avait des yeux d'un bleu étonnant. Notre femme lui fit signe de se taire, puis me présenta à ses compagnons. Comme vous l'avez entendu, vous avez affaire au harpiste, Josh, et moi je m'appelle Miel. Ma cousine s'appelle Fifre. Et vous-même? Deux erreurs dans la même conversation. La première, m'exprimer comme si je résidais toujours à Castelcerre et que ce fussent des ménestrels de passage. Et la seconde, n'avoir pas prévu de nom à donner. Je me creusais la cervelle, puis après une pause un peu trop longue, je bafouillais. Cobb. Avec un frisson, je me demandais ce qui m'avait pris de choisir le nom d'un homme que j'avais connu et tué. Eh bien, Cobb, fit Miel en imitant mon hésitation, nous avons peut-être des nouvelles à vous fournir, et une chope pleine serait en effet la bienvenue, que vous soyez ou non seigneur depuis peu. Qui espérez-vous qui vous recherche, et que nous n'ayons pas croisé sur la route? Pardon? Fis-je à mi-voix, en brandissant ma chope vide pour appeler le garçon. C'est un apprenti en fuite, père, dit Miel à Josh d'un ton convaincu. Il porte un coffre de scribe accroché à son baluchon, mais il a les cheveux trop longs. Il n'a pas la moindre tache d'encre sur les doigts. Elle éclata de rire devant mon air dépité sans en deviner la cause. Allons, Cobb, je suis ménestrel. Quand nous ne chantons pas, nous observons tout ce que nous pouvons pour trouver la base d'une nouvelle chanson. Vous n'espériez tout de même pas que nous ne verrions rien? Je ne suis pas un apprenti en fuite, murmurai-je. L'ennui, c'est que je n'avais pas de mensonge tout prêt pour appuyer mes dires. Imbre m'aurait rudement tapé sur les doigts pour une telle imprévoyance. Même si c'est le cas, ça ne nous dérange pas, mon garçon, dit Josh, rassurant. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas entendu de cris furieux de scribes qui cherchaient leur apprenti disparu. Alors qu'il est, la plupart ne seraient que trop contents de voir leurs élèves se sauver. Ça leur ferait une bouche de moins à nourrir en des temps difficiles. Et ce n'est pas auprès d'un maître patient qu'on attrape un nez cassé ou des cicatrices pleines la figure, comme les vôtres, intervint Fifre d'un ton compatissant. Alors, si vous vous êtes enfui, de guerre vous le reprochez. Les garçons de cuisine vinrent enfin, et les ménestrels se montrèrent miséricordieux pour ma bourse. Ils ne commandèrent que des chopes de bière. Josh, puis les deux femmes, vinrent partager ma table. Je dus remonter dans l'estime du garçon quand il me vit ainsi traiter des ménestrels, car, en apportant leur chope, il remplit la mienne gratuitement. Néanmoins, une nouvelle pièce d'argent partit en monnaie de cuivre pour payer leur boisson. Je m'efforçai d'accepter la chose avec philosophie et pris note de laisser en partant une piécette de cuivre pour le garçon. Eh bien, dis-je une fois qu'il s'en fut allé, quelle nouvelle d'en aval? N'en venez-vous pas vous-même? Demanda Miel d'un ton incisif. Non, madame, en vérité, j'ai voyagé à travers la campagne, de retour d'une visite à des amis bergers, improvisai-je. Les manières de Miel commençaient à mériter. Madame, souffla-t-elle à Fifre en levant les yeux au ciel. Fifre pouffa, et Josh feignit de n'avoir rien entendu. Laval ressemble beaucoup à l'amont ces temps-ci, mais en pire.
me dit-il. L'époque est dure, et l'avenir le sera encore davantage pour les fermiers. Le grain alimentaire est allé aux impôts, si bien que le grain à semer a servi à nourrir les enfants, et que seuls ceux qui restaient à ensemencer les champs, or, ne récoltent pas plus en plantant moins. Le même raisonnement tient pour la volaille et le bétail. Il n'y a nul signe d'une baisse des taxes pour la moisson à venir, et même une gardeuse d'oie est capable de calculer que plus ôter de moins ne laisse rien que la faim à table. C'est encore plus tragique le long des eaux salées. Si un pêcheur s'en va travailler en mer, qui sait ce qui peut arriver à son logis avant son retour? Un fermier sème dans un champ en sachant qu'il ne donnera pas assez pour les impôts et sa famille, et que moins de la moitié de la récolte restera debout si les pirates rouges passent par là. Une chanson qui ne manque pas de bon sens a été écrite sur un fermier qui raconte aux collecteurs d'impôts que les pirates ont fait le travail à sa place. Sauf que les ménestrels qui ne manquent pas de bon sens ne la chantent pas, dit Samiel d'un ton mordant. Les pirates rouges pillent donc aussi la côte de Serre, murmurai-je. Josh eut un rire amer. Serre, Béarn, Ripon ou Orfond. Ça m'étonnerait que les pirates se soucient des frontières des duchés. Là où la mer lâche la terre, ils attaquent. Et nos navires demandai-je à mi-voix. Ceux que les pirates ont capturés font merveille. Ceux qui restent pour nous défendre, ma foi, ils gênent l'ennemi autant que des moucherons du bétail. Y a-t-il donc personne qui veuille protéger Serre? Je sentis le désespoir percer dans ma propre voix. Si, la dame de Castelserre. Non seulement elle le veut, mais elle le dit haut et fort. Certains prétendent qu'elle ne fait que crier au vent, mais d'autres savent qu'elle n'appelle pas à faire ce qu'elle n'a pas déjà fait. Josh parlait comme s'il avait été personnellement témoin de ce qu'il évoquait. J'étais perdu, mais je ne souhaitais pas paraître trop ignorant. Par exemple, tout ce qui est possible. Elle ne porte plus aucun bijou. Ils ont tous été vendus pour payer des navires de patrouille. Elle a bradé ses terres familiales pour engager des mercenaires afin de garnir les tours d'hommes. On raconte qu'elle a vendu le collier que lui avait donné le prince chevalerie et les rubis de sa grand-mère au roi royal lui-même afin d'acheter du grain et du bois pour les villages de serre qui voulaient se rebâtir. Patience, murmurai-je. J'avais vu ces rubis. Une fois, il y avait bien longtemps à l'époque, où nous apprenions encore à nous connaître. Elle les jugeait trop précieux pour les porter. Mais elle me les avait montrés en me disant qu'un jour, mon épouse les arborerait peut-être. C'était il y avait bien longtemps. Je détournai le visage et m'efforçai de garder une expression composée. Où avez-vous donc hiverné tout l'an passé, Cobb? Pour en ignorer tant, demanda Miel d'une voix lourde de sarcasme. Loin d'ici, répondis-je. Je me retournai vers la table et m'astreignis à soutenir son regard. J'espérais que mes yeux ne me trahissaient pas. Elle pencha la tête de côté en souriant. Où ça? Insista-t-elle. Son attitude me déplaisait. J'ai vécu seul dans la forêt, répondis-je enfin. Pourquoi? Elle souriait toujours. Elle savait qu'elle me mettait mal à l'aise. Je n'étais certain. Parce que j'en avais envie, ça me paraît évident, répliquai-je sèchement. Et j'eus tellement l'impression d'entendre Buriche que je faillis jeter un coup d'œil derrière moi. Elle fit une petite moue sans aucun repentir, mais le harpiste Josh reposa sa chope fermement sur la table et, sans rien dire, il lui adressa un bref regard. Elle se tut aussitôt. Il plaça les mains sur le bord de la table comme un enfant qu'on vient de gronder, et je la croyais enfin matée lorsqu'elle releva les yeux, le visage toujours baissé. Elle croisa mon regard et m'adressa un petit sourire de défi. Je détournai le visage, incapable de comprendre pourquoi elle mastiquait ainsi, et je vis fifre, cramoisi, une envie de rire contenue. Je baissai les yeux sur mes mains en maudissant la rougeur qui envahissait mes joues. Dans un effort pour relancer la conversation, je demandai: A-t-on d'autres nouvelles de Castelserre? Josh eut un rire qui évoquait un aboiement. Guerre de malheur en sus à raconter. Les histoires sont toutes les mêmes, et seuls changent les noms des villes et des villages. Ah si, il y en a quand même une qui ne manque pas de sel. On dit que le roi royal veut faire pendre le grêlé en personne.
Je m'étranglais sur ma gorgée de bière. Pardon? C'est une plaisanterie grotesque, déclara Miel. Le roi a fait annoncer qu'il offre une récompense en pièces d'or à qui lui livrera un certain homme, très marqué de petite vérole, ou, en pièces d'argent, à qui fournira des renseignements sur l'endroit où on peut le trouver. Un homme marqué de petite vérole? La description s'arrête là? Demandai-je d'un ton circonspect. On dit qu'il est maigre, avec les cheveux gris, et qu'il se déguise parfois en femme. Josh émit un gloussement ravi, sans se douter que ses propos me glaçaient les sangs. Et il est recherché pour haute trahison. D'après la rumeur, le roi lui impute la disparition de la reine servante kétricaine et de son enfant à naître. D'aucuns affirment que ce n'est qu'un vieillard, un peu fou, qui prétend avoir été conseiller de Subtil et qui aurait écrit au duc de la Côte de se montrer brave en attendant que vérité revienne et que son enfant hérite du trône des lois voyants. Mais on raconte aussi, de façon tout aussi plaisante, que le roi espère faire pendre le grêlé et mettre ainsi un terme à la malchance des six duchés. Il eut un nouveau gloussement, et je me plaquai un pâle sourire sur les lèvres en hochant la tête comme un simple d'esprit. Imbre, me dis-je. Par je ne sais quel moyen, Royal avait trouvé la piste d'Imbre. S'il le savait, marqué de la varicelle, que savait-il d'autre? Manifestement, il avait percé à jour son personnage d'âmetin. Où était Imbre à présent? Allait-il bien? Avec une soudaine et mortelle angoisse, je me demandais quels avaient été ses plans, de quelle manœuvre il m'avait exclu. Et, le cœur serré, je vis brusquement mes actions sous un jour nouveau. Avais-je éloigné Imbre de moi pour le protéger de mes projets personnels? Bien l'avais-je abandonné à l'instant où il avait besoin de son apprenti? Vous êtes toujours là, Cobb? Je vois votre ombre, mais je n'entends plus rien de votre côté de la table. Oh oui, je suis bien là, harpiste Josh. J'essayais de parler avec entrain. Je réfléchissais à ce que vous m'avez appris, c'est tout. À sa tête, il se demandait quel vieux avec des cicatrices de petite vérole il pourrait vendre au roi, intervint Miel d'un ton acerbe. Je compris tout d'un coup que ses propos mordants et dépréciateurs étaient une façon de faire la coquette avec moi, et j'estimais que j'avais assez joui de la compagnie et du bavardage de mes semblables pour la soirée. J'avais perdu l'habitude de la société. Mieux valait qu'ils me jugent excentrique et grossier que rester davantage au risque de les voir devenir indiscrets. Eh bien, merci pour vos chansons et votre conversation, fis-je le plus gracieusement possible. Je plaçai une pièce de cuivre sous ma chope pour le garçon. Je dois reprendre mon chemin. Mais il fait nuit noire, s'exclama Fifre. Elle posa sa chope sur la table et jeta un coup d'œil à Miel qui paraissait stupéfaite. Effray, madame, rétorquai-je allègrement. Je préfère voyager de nuit. La lune est presque pleine et devrait suffire amplement à éclairer mes pas sur une route aussi large. Ne craignez-vous donc pas l'effort gisé demanda Josh abasourdi. Ce fut mon tour d'être étonné. Si loin? À l'intérieur des terres? Vous avez vraiment vécu loin de tout, fit Miel. Toutes les routes en sont infestées. Certains voyageurs engagent des gardes, des archers et des bretteurs pour se protéger. D'autres, comme nous, se déplacent en groupe quand c'est possible, et seulement de jour. Les patrouilles ne peuvent-elles pas au moins les tenir à l'écart des routes demandai-je effaré. Les patrouilles? Miel émit un grognement de dédain. La plupart d'entre nous préféreraient tomber sur des forgisés que sur une meute de Bogiens armés de piques. Les forgisés ne les dérangent pas, donc ils ne dérangent pas les forgisés. Mais alors, à quoi bon patrouiller? Exclamai-je avec colère. À cause des contrebandiers, principalement. Josh avait coupé la parole à Miel. C'est en tout cas ce qu'ils veulent nous faire croire. Ils arrêtent d'honnêtes voyageurs pour fouiller leurs affaires et s'emparer de tout ce qui leur plaît, en prétendant qu'il s'agit de biens, de contrebande, ou qu'on a signalé le vol des objets dans la ville la plus proche. Mais avis que le seigneur brillant ne les paye pas aussi grassement qu'ils pensent le mériter, si bien qu'ils récupèrent leur solde là où ils peuvent. Et le prince, le roi royal ne fait rien? J'avais failli m'étrangler sur le titre et la question. Eh bien, si vous allez jusqu'à Gué de Négoce, vous pourrez vous plaindre auprès de lui en personne, fit Miel d'un ton sarcastique. Vous, il vous écoutera sûrement au contraire de la dizaine de messagers qui ont essayé avant vous. Elle se tut, l'air pensive. Encore que, d'après ce que j'ai entendu dire, si des forts gisés s'enfoncent dans l'intérieur au point de devenir gênants, il est des moyens de s'occuper d'eux. J'étais malade de honte.
Le roi subtil avait toujours mis en point d'honneur à minimiser le danger des brigands en serre, du moment que l'on ne quittait pas les grandes routes. Apprendre que ceux qui devaient protéger les routes du roi ne valaient guère mieux que les brigands eux-mêmes me faisait l'effet d'une lame qu'on me retourne dans la chair. Ainsi, non seulement Royal avait usurpé la couronne, puis abandonné Castelserre, mais il ne cherchait même pas à feindre de gouverner avec sagesse. Était-il capable de vouloir punir tout le duché de Serre pour l'absence d'enthousiasme avec laquelle il l'avait accueilli sur le trône? Question stupide. Je l'en savais parfaitement capable. Ma foi, fort gisé ou bougien, je dois quand même reprendre ma route, dis-je. Je terminai ma chope et la reposai. Pourquoi ne pas attendre au moins jusqu'au matin, mon garçon, pour voyager avec nous proposa soudain Josh. Les journées ne sont pas trop chaudes pour marcher, car une brise souffle toujours du fleuve, et 4 valent mieux que 3 à notre époque. Je commençai à répondre. Merci de votre offre, quand Josh m'interrompit. Ne me remerciez pas. Ce n'était pas une proposition, mais une requête. Je suis aveugle, mon garçon. Peu s'en faut, vous l'avez certainement remarqué. Vous aurez aussi remarqué que mes compagnes sont d'avenantes jeunes femmes, même si, vu la façon dont Miel n'a cessé de vous harceler, vous avez dû sourire davantage à Fifre qu'à elle. Papa s'exclama Miel d'un ton scandalisé. Mais Josh poursuivit imperturbablement. Je ne vous offrais pas la protection de notre nombre. Je vous demandais d'envisager de nous prêter votre bras droit. Nous ne sommes pas riches et nous n'avons pas de quoi engager des gardes. Cependant, nous devons cheminer, fort gisés ou non. Les yeux laiteux de Josh se plantèrent fermement dans les miens, et elle détourna les siens, les lèvres pincées, tandis que Fifre me dévisageait ouvertement avec une expression implorante. C'est fort gisé. Et moi, jeté à terre, battu à coups de poing. Je regardais le dessus de la table. Je ne vaux pas grand-chose au combat, dis-je, sans détour. Au moins, vous verriez contre qui vous vous battez, rétorqua-t-il, et vous apercevriez l'ennemi avant moi. Écoutez, vous allez dans la même direction que nous. Cela vous serait-il si difficile de voyager de jour plutôt que de nuit pendant quelques jours? Papa, ne rampe pas à ses pieds, s'exclama Miel. Je préfère le supplier de nous accompagner que supplier des forgisés de ne pas nous faire du mal, répondit-il, sèchement. Il se retourna vers moi. Nous en avons rencontré il y a quelques semaines. Les filles ont eu le bon sens d'obéir quand je leur ai dit de crier de se sauver, alors que je n'arrivais plus à retenir les forgisés. Mais ils se sont emparés de nos vivres. Ils ont abîmé ma harpe et ils l'ont battue, fit Miel à mi-voix. De ce jour, nous avons juré, Fifre et moi, de ne pas nous enfuir la prochaine fois, si nombreux soit-il. S'il faut pour cela abandonner papa. Toute trace de taquinerie et de moquerie avait disparu de sa voix. Elle était sincère, je le savais. Je vais être retardé, dis-je à œil de nuit, avec un soupir. Attends-moi, guette mon arrivée, et suis-moi sans te faire voir. D'accord, je vous accompagne, déclarai-je. Ce n'était pas de gaieté de cœur que j'acceptais, mais je ne suis pas doué pour la bagarre. Comme si ça ne se voyait pas à sa figure, confia Miel à Fifre. Elle avait retrouvé son ton railleur, et elle ne se douta pas de la douleur que son aparté réveilla en moi. Je n'ai que mes remerciements à vous offrir pour tout paiement, Cobb. Josh tendit la main par-dessus la table, et je l'agrippai avec les deux miennes, selon l'ancien signe du marché conclu. Un sourire rayonnant lui détendit soudain les lèvres, et le soulagement se lut sur ses traits. Alors, acceptez mes remerciements et une part de ce qu'on nous donnera en tant que ménestrel. Nous n'avons pas de quoi nous payer une chambre, mais l'aubergiste nous a offert l'abri de sa grange. Ce n'est plus comme naguère, où un ménestrel n'avait qu'à demander pour obtenir la chambre et le repas. Mais au moins, la grange possède une porte qui nous protégera de la nuit, et l'aubergiste a bon cœur. Il ne vous refusera pas une place si je lui dis que vous nous accompagnez comme garde. Il y a bien des nuits que je n'aurais pas dormi aussi bien abrité, répondis-je en essayant de me montrer aussi gracieux que possible. Mon cœur glacé était tombé au creux de mon estomac. Dans quel guêpier t'es-tu encore fourré me demanda œil de nuit. Je me posais la même question.